tout le monde, bienvenue à TV Laval Nouvelles. Salut Stéphanie! Oui, Mélie, ça va bien? Très bien, je suis contente d'avoir avec moi encore cette semaine. Moi aussi, je suis contente d'être là cette semaine. Bien que Alex nous manque oui, il nous manque terriblement. Beaucoup. Mais non, Alex, on t'aime quand même, on t'aime fort. Bonne continuité dans tes projets et voilà, je t'aime beaucoup, mais j'aime ta job aussi. J'adore. Qu'est-ce qu'on a sur le show aujourd'hui? Cette semaine, écoute, on parle de yoga show avec la belle Roxandra, mais le yoga, les bénéfices du yoga pour les femmes en ménopause. Oui, Dieu sait que c'est une phase qui peut être assez ardue pour certaines personnes, donc ça fait du bien de voir qu'il y a des solutions possibles à peu de frais. Ensuite, avec Rarez Bourlacou, on parle de la magnifique visite de Justin Trudeau en Inde. Wow! Et aussi avec Pauline Vachon, on parle de lire. Tout pour réussir. Tout pour réussir avec des enfants de 0 à 5 ans, donc on y va. Nicolas Vincent Poirier, lui, nous parle de 2 films sur Netflix. Oui, Nicolas, excuse. J'allais t'oublier, mon cher Nick. On t'aime, on t'aime toi aussi. Bonne émission. Marc Demers à Ottawa pour discuter budget. Le maire Marc Demers est ressorti satisfait de la réunion du caucus des maires des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités tenue à Ottawa le 15 février. Le maire de la 13e ville en importance au pays et ses collègues ont passé en revue les priorités budgétaires fédérales pour 2018, notamment l'impact qu'aura la légalisation du cannabis sur les villes canadiennes. Ce sujet brûlant d'actualité s'ajoutait aux incontournables revendications annuelles des grandes municipalités liées au financement des logements sociaux, des infrastructures municipales et du transport collectif. M. Demers s'est dit confiant que les sommes réservées aux villes par le gouvernement Trudeau seraient transférées par le gouvernement provincial en toute équité. Quant au montant des revenus de taxation du cannabis qui seront redistribués par les gouvernements provinciaux, le maire Demers a indiqué qu'il n'était pas inquiet d'obtenir un transfert équitable de la part du gouvernement du Québec au regard des responsabilités que nous assumerons en tant que ville. Une élue de l'opposition rabrouée par le maire Demers. Les allégations de Mme Aglaya Revelakis sont fausses et les affirmations concernant la mise en danger des citoyens sont particulièrement irresponsables, a déclaré le maire Marc Demers dans un communiqué diffusé en fin de journée le 14 février. Il réagissait ainsi à une sortie publique de la conseillère municipale de Chaumédé qui, 2 jours plus tôt, affirmait que certaines rues ni déneigées ni déglacées depuis plus d'1 mois, mettaient la vie des citoyens en danger. La sécurité des citoyens n'est nullement menacée par les pratiques de déneigement de la ville, insiste M. Demers. Quant aux allégations de Mme Revelakis, selon lesquelles les camions de pompiers avaient été incapables de se rendre sur un appel le 7 février, tellement l'avenue Parkview était enneigée, elles ont été démenties par le directeur du service de sécurité incendie, René Daigneault. Réélu sous la bannière du parti Action Laval, équipe Jean-Claude Gobé, Aglaya Revelakis tient le fournisseur Transvac Montréal-Laval pour responsable des problèmes de déneigement dans le secteur de Saint-Martin et Chaumédé. Elle dit être la seule élue à s'être opposée à ce contrat de 2,2 millions accordé sans appel d'offres pour le transport de la neige dans ces 2 secteurs. La Ville réplique qu'elle orchestre de nombreuses opérations simultanées sur l'ensemble du territoire, de concert avec ses fournisseurs afin que le déneigement se déroule efficacement. Ce matin, on rencontre Roxandra Georgescu de Yoga et Dolem. Salut! Bonjour! Ça va bien? Ça va bien, vous? Retrouver, ben oui. Alors, on parle aujourd'hui des bénéfices du yoga, mais spécialement pour les femmes en ménopause. Oui. Très intéressant parce que moi, dans ma tête, une femme en ménopause a des bouffées de chaleur, puis elle veut rien savoir de la chaleur. C'est ça. Elle est en maudit. Alors, en quoi ça peut être bénéfique? C'est une pratique qui va venir vraiment améliorer tous les systèmes du corps. Fait que le système pulmonaire, le système circulatoire, le système lymphatique, endocrinien, le système lymphatique, métabolique, le système urinaire, tout. Ça détoxe, ça sort tout le méchant. Reproducteur aussi. Par contre, ça affecte, c'est sûr, je vais vous le dire dans un petit moment pourquoi. Fait que tout le fait que ça l'améliore, ces systèmes-là, ça vient balancer le corps
et détoxifier le corps. Alors, vu que là, pendant la ménopause, on a des doses d'hormones différentes là, c'est la le système endocrinien qui est complètement débalancé. Ton corps, il est plus réceptif et plus... il y a une facilité de s'adapter au changement hormonal dans le corps à cause de ça. Est-ce que ça ramène l'équilibre, en fait, dans tout ce débalancement-là de la ménopause? Ça l'améliore. Okay. Ça l'améliore. Ça ne va pas enlever la ménopause. Non, on va pas faire du yoga chaud. C'est deal with it, c'est là, ménopause, mais il y a moyen on en a plus. des symptômes. Mais ça va diminuer les symptômes. Exact. Puis pour le système reproducteur, comme tu dis, il y a des postures où certaines postures, c'est des inversions. Fait que tu as la tête, les hanches plus haut que la tête. Fait que ça peut être, tu n'as pas besoin d'être un expert de yoga où ce que tu restes sur un petit doigt à l'envers. OK. Est-ce que toi, tu fais ça? Ça peut. Oh, yeah. Ben oui. Il y en a qui le font. Oui. Ça peut être aussi simple qu'un pont, où ce que tes épaules sont à terre, puis tes hanches sont relevées. Puis ça draine. Ça draine, puis ça change le sang dans ton corps. Fait que ça balance le flot. OK. Le flot des liquides, des fluides de ton corps. Parce que souvent, la gravité, le fait qu'on est tout le temps dans la même position, bien là, juste de changer de position, c'est comme les gens qui ont mal au dos, qui font des inversions aussi, des fois, ça va améliorer la situation. Ça enlève un petit peu de stress sur la colonne vertébrale. C'est un peu le même principe. Exactement, okay. Exactement. Est-ce que tu penses que ça peut même retarder un peu les symptômes de la ménopause ou ça va pas jusque-là? Il y a des études qui ont été faites par rapport aux symptômes puis l'amélioration des symptômes, mais de là à retarder, ça, il n'y a rien qu'on a lu à date qui va lier le retard de la ménopause au yoga chaud. Mais on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux des personnes, appelons-les les panthères grises, des personnes plutôt âgées, mais qui ont vraiment des formes exceptionnelles. Sur Instagram, il y a un monsieur, entre autres, qui a comme 76 ans, puis il a une forme incroyable. Puis tout ce qu'il fait, c'est du yoga, du pilates. C'est vraiment une façon de se garder en forme au travers de la vie complète. Même des personnes qui sont âgées, qui n'ont jamais fait ça. Il n'y a pas de mouvement brusque, on y va à son propre rythme. Il y a différents niveaux, j'imagine. Il y a beaucoup de niveaux. Il y a beaucoup de niveaux, puis tout dépendamment, ça bâtit du muscle, ça bâtit de la masse musculaire. Fait que tout dépendamment de ton endurance, ta forme physique, les habitudes de ta pratique, le plus que tu en pratiques, le plus que tes muscles vont s'habituer, puis ton corps va s'habituer, ben oui, c'est Non, mais vous me rassurez parce que j'ai recommencé récemment à faire mon yoga tous les matins, puis je prends du poids, puis je mange pas plus que d'habitude. Non, c'est des muscles. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai des muscles! Oui, exactement. Tu prends du poids sur la balance. Je me disais, ben voyons, oui, je prends du poids sur la balance. Je me dis, mais voyons non, qu'est-ce que... Je mange pas plus qu'avant, là. Ça m'est arrivé, je perdais mes pantalons. Pourtant, je pesais plus. Puis je me demandais, mais qu'est-ce qui arrive? Ça se peut pas. La masse musculaire, elle pèse plus. Vous trouvez pas tu tombes, tu es en train de te définir. Écoute, ta chevelure se muscle à chaque semaine, ça doit être ça. J'avais une question pour revenir un peu plus sérieux, si cela est possible. Avec Stéphanie, c'est difficile. Les femmes en ménopause se plaignent souvent de sécheresse. J'allais dire de sécheresse. La sécheresse? Oui, c'est sèche dans ma bouche. La sécheresse, ça, je suis pas capable de dire. La sécheresse des muqueuses. Des muqueuses. Oui, effectivement. Vaginales. Voilà. Oui, vaginales et dans tout le corps, la bouche et tout ça sont sèches. Est-ce que ça va pas empirer la situation d'aller comme suer puis perdre encore beaucoup Ça d'eau? vient vraiment balancer parce que en activant ton système lymphatique, en activant ton système éliminatoire et tout ça, tu crées de l'espace pour que les fluides circulent. Puis tu bois plus d'eau. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Tu bois plus, tu remplaces les liquides dans ton corps par les petites inversions que je disais, puis ça peut être vraiment juste une flexion avant, tu sais, où est-ce que tu as la tête, les mains à terre vers tes orteils. Un peu comme la pose du cobra, non? Exact. Puis ça fait que le sang circule. Tu changes le flot du sang, le sens du sang dans ton corps, puis ça balance vraiment, ça vient équilibrer. Il y a beaucoup de femmes aussi qui se plaignent que leur flux de leur menstruation pendant la ménopause, c'est l'enfer. Tu peux pas sortir parce que ça coule comme... Fait que ça balance aussi. Okay. Ça vient vraiment balancer le flot des liquides dans le corps. Est-ce que quelqu'un qui a jamais fait... Tu sais, souvent, il y a des gens qui arrivent pré-retraite, puis là, la ménopause commence à embarquer, puis là, il y a comme une lumière qui allume, puis il faut que je fasse de quoi pour ma santé. Là, les gens commencent à sentir vraiment l'effet du vieillissement. Quelqu'un qui a jamais fait de sport de sa vie,
thérapie. Est-ce que plus pointer chez Idolem, puis commencer graduellement sans nécessairement, souvent les gens pensent que c'est comme le gym, c'est la mode, etc. C'est pas du tout la même chose. L'ambiance est beaucoup plus relaxe, c'est beaucoup plus adapté à... On s'initie, là. Ça dépend des cours qu'on choisit. On doit vraiment s'informer avec le centre de yoga ou avec la réceptionniste, avec les professeurs pour savoir qu'on est en train de choisir le bon cours pour nous. Parce que tu as des cours avancés, tu as des cours de power, tu as des cours de abs and core, tu as des cours de fitness où ce que tu squats, tu fais des abdos, c'est du sport. Fait que si tu n'as jamais fait du sport dans ta vie et tu es plus âgé, tu es plus fragile et là tu es susceptible on veut refaire notre système, c'est possible. Tout ça, oui, exactement. Il y a tu des choisis cours le de bon cours. pour Tu as des cours de débutants, tu as des cours d'étirement, tu as des cours qui vont être vraiment... j'ai des cours du Yoga Gold pour les personnes âgées. C'est bien pour les gens qui sont peut-être intimidés d'aller avec des gens. Exact. Puis pour information, on s'informe à idolemyoga.com, c'est ça? Oui, on nous appelle directement. Numéro de téléphone, c'est quoi? Numéro de téléphone, c'est le 450-687-1313. Excellent. Merci. On va vous donner toutes les infos. C'est tout le temps qu'on a, mais un gros merci. À dans 2 semaines. Merci à vous. Merci. À dans 2 semaines. Bientôt, une œuvre en hommage à l'immigration au Parc Saint-Norbert. En collaboration avec l'Union libanaise culturelle mondiale, la Ville de Laval lance un appel de candidature pour la réalisation d'une œuvre d'art publique célébrant la part de l'immigration sur son territoire. L'œuvre sera intégrée au Parc Saint-Norbert, situé dans le quadrilatère du boulevard Cartier, entre la 64e avenue et la 66e avenue, au sein du quartier Chaumédé, où se trouve la plus forte concentration d'immigrants à Laval. En ce moment, un Lavallois sur 4 est issu de l'immigration. L'Union libanaise culturelle mondiale contribuera au projet en offrant 30 000 $. Dans le cadre de cet appel de candidature, les artistes sont invités à concevoir une œuvre sculpturale ou installation qui devra interpeller le public avec un ou des aspects distincts du territoire lavallois et de sa population, que ce soit sa créativité, pluralité, modernité, ruralité, son urbanité, insularité, patrimoine ou histoire. Conformément au cadre de gestion en art public, l'œuvre, par son thème et positionnement dans l'espace, s'adressera à tous les citoyens lavallois. Les candidats ont jusqu'au 15 mars pour déposer leur dossier. La demande s'adresse aux artistes professionnels. Auteur et metteur en scène de théâtre jeunesse recherché. Encore cette année, la Ville de Laval poursuit sa tradition de faire appel aux jeunes auteurs et metteurs en scène voulant bien mettre leur candidature au programme de mentorat pour la relève théâtrale. Ce programme s'adresse aux auteurs et aux metteurs en scène âgés de 18 à 35 ans en voie de professionnalisation qui s'intéressent à la création jeune public. Les lauréats vont créer un spectacle jeunesse sous l'œil avisé d'un mentor. Ils seront accompagnés dans le processus de création, de l'écriture à la mise en scène, en passant par la production et diffusion par la compagnie Théâtre Harpagon. L'appel de candidature se terminera le 15 mars pour qui veut faire la demande selon les critères préalables énoncés. Nous sommes ce matin avec Pauline Vachon, coordonnatrice et agente au soutien Chez moi des petits. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Ce matin, on se rencontre dans le cadre de la semaine de persévérance scolaire qui a eu lieu du 12 au 16. Vous voulez nous jaser un petit peu des activités que vous avez faites durant cette semaine-là et des autres trucs qui sont en concordance avec... C'était une semaine, mais ça se poursuit jusqu'à la fin juin. Jusqu'à la fin juin. Oui, jusqu'à la fin juin. La semaine de la persévérance scolaire, ce que nous avons fait, nous, on a fait l'heure du compte à nos bureaux coordonnateurs. On invite les enfants à se joindre à nous. On fait la lecture. Cette année, c'était les émotions. On parlait des émotions. Alors, c'est un thème que les enfants, c'est abstrait pour eux autres et ils étaient très intéressés. Puis, ils nous parlaient vraiment de leurs émotions, pourquoi ils pleuraient des fois, pourquoi ils étaient contents. Alors, ça a été une belle activité. Puis, on fait plein d'ateliers qui sont liés à l'activité au thème. Exprimer leurs émotions. Oui. Mais oui. moi, je suis curieuse, je ne sais pas si on s'éloigne du sujet, mais je suis curieuse de savoir c'est quoi leur réaction par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils expriment surtout? Moi, ça me fait de la peine. C'est quoi les émotions qu'ils ont exprimées c'est le plus? ça. Bien, c'est ça. Quand j'ai de la peine, quand mon père un ami... est fâché contre moi. Oui, c'est vraiment ça. Quand mon père est fâché après moi, quand mon ami m'enlève mon jouet, tu sais, c'est toutes des petites choses comme ça. Puis il y avait aussi, on avait la couleur des émotions, l'histoire. Puis chaque pompon, il y avait une couleur. Le jaune, c'était la joie.
Le bleu, c'était la tristesse. Le rouge, c'était la colère. Et il y avait le rose qui était l'amour. Et les enfants, ils aimaient beaucoup le rose. Ils ont aimé le rose. Ah, c'est cute, c'est parfait. Donc, ça les aide vraiment à vivre l'émotion puis pas tout refouler. À comprendre aussi, parce que c'est très abstrait. Eux autres, ils le vivent, là, ils se fâchent ou ils pleurent, mais tu sais, ils savent pas trop. C'est plus spontané, il n'y a pas de filtre, là, encore. C'est ça, je trouve ça fantastique, ça. Alors, c'est ça. Et puis là, vous avez un projet qui s'appelle le projet Lire tôt. Et puis, vous avez aussi... il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le mois de février pour vous. Il y avait le 10e mois de la lecture que vous avez participé aussi. La 10e édition, qui était la 10e année. Oui, 10e année. Et voilà, c'est ce que je voulais dire par 10e mois de la lecture. Et quand on dit lire tôt, là, c'est tôt, pas à peu près. C'est 0 à 5 ans. Oui, Lire tôt pour réussir, c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur parce que c'est un projet qui vise à sensibiliser les parents puis à les soutenir dans l'éveil à la lecture et à l'écriture. Parce que les parents, souvent, ils pensent que les enfants doivent commencer à regarder des livres à l'âge scolaire ou à 4-5 ans et qui sont trop petits, ça les intéresse pas et tout ça, mais c'est le contraire. C'est pas vrai. Il faut vraiment commencer à la naissance à lire des livres. Il y a des livres qui sont adaptés vraiment pour les petits, des livres sensoriels. Tu sais, ça éveille les sens. Oui, tout à fait. Il y a des livres qui ont du toucher, il y a des livres qui craquent. C'est tridimensionnel aussi. On peut peut vraiment mettre le toucher, livre dans les bouger. mains. Oui, mais ils goûtent aussi, Ben tu sais. oui, ben oui. Fait que c'est ça, les bébés, ils aiment beaucoup les livres. Puis si on les habitue, on les initie très jeunes, mais ils vont aimer les livres de plus en plus. Ça va éveiller leur vocabulaire et ça va leur apprendre plein de choses, des choses de la vie, parce qu'ils s'identifient beaucoup aux personnages qu'il y a dans les livres. Ils se reconnaissent à travers les histoires. Tu sais, pour l'apprentissage à la propreté, il y a plein de livres qui sont super intéressants, que les enfants adorent, qui peuvent les aider et tout ça. Alors, c'est ça. Le projet Lire tôt pour réussir, c'est vraiment, on veut atteindre les parents, aller les rejoindre. Puis pour ça, ce qu'on a fait, on s'est affilié avec l'organisme Lis avec moi, qui a fait le visuel, puis qui nous aide aussi à faire les choses pour ce projet-là. Ouais. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous les courriels des parents qui sont dans nos milieux de garde, là, les 30 milieux de garde qui participent au projet, et on leur envoie des petits conseils, des petites ressources qu'on trouve pour tout le long du projet, pour vraiment leur montrer que l'importance de l'éveil à la lecture et à l'écriture, parce que c'est sûr qu'on a fait un sondage, parce qu'on veut voir l'impact de ce projet-là. Est-ce qu'il y a des parents qui sont comme surpris de voir, « Hey, finalement, mon enfant, il a vraiment un intérêt pour la lecture, j'étais pas au courant » ou ça arrive des fois des surprises comme ça? Oui, puis là, ils découvrent la joie aussi de raconter une histoire à leur enfant, parce qu'il y en a qui pensaient qu'ils étaient trop petits, leur enfant, ils ne pouvaient pas leur raconter une histoire, mais tu sais, ils l'ont assis avec eux autres, ils ont vu le moment intime que ça créait. Ça développe une complicité. Une complicité aussi. Ouais. Puis, tu sais, on n'a pas obligé de lire un livre qui a beaucoup, beaucoup de lecture, là, tu sais. C'est sûr que quand ils sont petits, on ne peut pas arriver avec un livre qui a beaucoup, beaucoup de lecture, une petite phrase où on peut regarder juste les images avec l'enfant, découvrir des les mots. animaux, les mots. C'est ça. Qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que la droite? Oui, c'est vrai. C'est ça. Fait que vraiment, c'est ça, comme vous dites, ça l'éveille aussi à l'écriture parce qu'on lit de gauche à droite, ils voient les mots. C'est mystérieux quand on est enfant, là, lire, c'est comme, oh, c'est un code secret, tout le monde le sait. Moi, je savais pas, puis ça m'a fasciné. On peut inventer l'histoire qu'on veut en lisant. Ça, il y a encore des gens qui le font d'ailleurs. On appelle ça la dyslexie. Mais c'est pas juste non plus d'inciter les enfants à lire, mais lisez vous-même, les parents, parce que les enfants vont imiter les parents souvent. Si tu vois tes parents lire toute leur vie, c'est sûr que tu vas être motivé. Ils soulignent beaucoup le manque de temps. Le parent avec leur enfant, c'est sûr que les parents ils sont très sollicités. Ça passe vite, ils travaillent et tout ça. Mais c'est ça, un petit 5 minutes là, avant le dodo ou à l'heure du bain, tu sais, il y a des livres qui sont en plastique. Là. Ou de remplacer un livre par une série télé, peut-être. Parce que souvent, les gens ont l'habitude, souvent par manque de temps, la technologie, elle est là, on met une tablette, on met un dessin animé, on met devant la télé. C'est souvent un stationnement quand on ne veut pas se faire achaler. C'est ça. Mais c'est difficile de changer la méthode. C'est ça, changer ces gestes-là, arriver à des gestes de lecture plus fréquents dans les maisons, avec les enfants. Je pense que les parents, ils veulent tous que leurs enfants réussissent à l'école, puis le bienfait que la lecture fait dans la réussite scolaire, moi, je pense que c'est un grand pas. Vraiment, ça doit être à tous les niveaux, même dans la création, ça développe leur l'imaginaire, ça va chercher là, vraiment toutes les sphères là, pour développer l'enfant là, à travers la lecture. L'enfant, il se fait une histoire, il apprend des mots, il imite ce qui s'est passé dans le livre, un peu comme il fait en réalité avec les émissions de télévision, justement, si les enfants
les places devant la télé. Bien, Bien, Madame merci. Vachon, Pauline Vachon, donc du bureau de coordination de le Chez moi des petits. Un gros merci. Coordonnateur, Merci pardon. Donc, un De la gros garde. merci. Bienvenue. Et puis, pour suivre vos activités, on peut vous suivre sur les médias sociaux. C'est plutôt Oui, pour on a- réserver aux parents d'enfants. On a une page Facebook, oui, sur le Chez moi des petits. Vous Parfait. pouvez nous suivre sur les médias sociaux. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Un producteur alimentaire investit 40 millions dans sa croissance. Produit alimentaire Vio injectera 40 millions d'ici les 4 prochaines années afin de soutenir sa croissance et maintenir son titre de plus important producteur de pepperoni salé et séché et de steak filet au Canada. Le rehaussement de la productivité passera entre autres par l'acquisition d'équipements à la fine pointe de la technologie et l'ajout de nouvelles chaînes de production qui permettront d'accroître la diversité de l'offre. Incidemment, pour demeurer compétitive sur le marché hautement concurrentiel, l'entreprise a lancé sur le marché depuis 2013 une soixantaine de produits. Si bien qu'aujourd'hui, Produits alimentaires Bio transforme chaque semaine pas moins d'1 million de livres de viande à ses usines de Montréal et de Laval. Ce plan de développement stratégique permettra de créer 125 emplois, dont la grande majorité sera affectée en sol lavallois, l'usine de Montréal-Nord ayant pratiquement atteint sa pleine capacité, informe le président et directeur de l'exploitation, Pat Demarco. Actuellement, l'entreprise met au travail 440 personnes, dont 180 se rapportent au quartier général du 6625 rue Ernest Cormier, où l'entreprise y regroupe depuis 2005 à Laval son siège social, son centre de distribution et une unité de production de viande et de charcuterie. Le Congrès des chefs en sécurité incendie à Laval en 2020. Le 52e congrès de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec se déroulera en sol lavallois en mai 2020. L'Association des chefs en sécurité incendie du Québec est un organisme à but non lucratif regroupant plus de 1000 gestionnaires de ce secteur répartis dans quelques 650 municipalités, industries et institutions de la province. Avec l'appui du Service du développement économique de la Ville de Laval, l'édition 2020 du Congrès comportera un solide volet entrepreneurial afin de favoriser les liens de proximité et collaboration entre les nouvelles entreprises et services incendies du Québec. Plus de 1000 participants sont attendus à l'événement, délégués, représentants d'entreprises et autres invités spéciaux, dont des conférenciers de renom. De prime abord, les retombées économiques sont estimées à 2 millions de dollars pour la région. Avec notre Raresse Bourlacou bien aimé aujourd'hui, on parle du manque de fonds de la politique de nos jours et ça n'a absolument pas rapport avec la visite de Justin Trudeau en Inde. Absolument aucun lien, voyons. Raresse, en fait, j'imagine que le voyage de Justin Trudeau, c'était pour solidifier les liens économiques avec l'Inde. Je ne sais pas, parce que c'est quand même un pays qui connaît une croissance fulgurante, mais finalement, c'est quoi ce cirque-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Directement au vif du sujet. D'ailleurs, deux mots sur l'Inde. C'est une puissance nucléaire, d'ailleurs, et avant tout. Puis c'est une puissance économique. Il ne faut pas oublier, bon, sur sa population de 1,45 milliard, déjà, on a une classe moyenne, disons, qui vivent et se permet des choses, consommation comme ici dans le monde occidental, disons, qui est à peu près autour de 300 millions. Quand même, ça c'est comme le middle class en Inde, c'est environ 300 millions d'individus. Exactement, 300 millions de... La majorité est pauvre, j'imagine. Oui, mais il y a... c'est toute une autre structure de société. Il ne faut pas oublier, c'est une ancienne colonie britannique. Elle a eu son indépendance dans les années 56, donc vers 60, encore. Donc, neuf sur la scène internationale. C'est tout nouveau, presque. C'est tout nouveau. Un pays qui a des investissements directs étrangers, comme vous savez, une industrie de technologie d'information extrêmement bien développée, le secteur des services également. Bref, qu'est-ce qu'on cherchait? Oui. Un accord de libre-échange. C'était ça le but. Oui, c'est ça le but. Bon, on ne l'a pas dit d'une manière très directe, mais c'est ce qu'on voulait. On aurait C'est ce qu'on peut-être dû. voulait en Inde, c'est ce qu'on voulait en Chine.
il ne faut pas aller plus loin que ça parce que, bon, vous savez, avec l'ANENA, on a discuté qu'est-ce qui arrive. Alors, c'était comme vous avez dit, améliorer encore plus cette relation, la solidifier, qui ça débouche dans des gains, disons, commerciaux mutuellement réciproques. Voilà. Puis, mais finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Premièrement, les dignitaires là-bas semblaient pas intéressés de rencontrer exactement. Justin. Donc, le premier ministre Modi a envoyé depuis, après quelques jours, un petit message sur Twitter en disant bienvenue au premier ministre canadien. Il l'a même pas accueilli à l'aéroport. Même pas, tu sais, ils ont envoyé un ministre junior comme on prend un enfant de la garderie. Ce qui est comme une insulte à quelque part, non? Bien, c'est sûr que du point de vue du protocole diplomatique, ça vous dit quelque chose. Ça veut dire qu'on ne vous accorde pas l'intérêt que vous venez chercher. Est-ce qu'ils étaient avisés d'avance? Est-ce que c'était vraiment planifié longtemps d'avance? Ça, il faut voir. Je ne connais pas le détail de toutes ces préparations de l'organisation de la logistique. J'imagine que son équipe a travaillé, mais je pense que le timing puis qu'est-ce que ça a donné sur place, c'était un désastre total. Ça, c'est un autre truc. Normalement, quand il y a des artistes qui vont faire des entrevues, il y a des attachés de presse qui guident un petit peu les journalistes, qui guident un petit peu l'image de la personne. Oui. En tant que premier ministre du Canada, je peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un à côté qui a fait « Écoute, peut-être te déguiser comme les gens de la culture locale, tandis que tu n'es même pas reçu. » C'est peut-être un petit peu au fait de temps. Ça vient de lui personnellement, j'imagine. Il n'y a pas des stratèges. C'est son style à lui. Et moi, j'ai rien contre ce style à lui. Donc, ça montre une ouverture extrêmement large envers les populations locales pour apprendre les traditions, les coutumes, etc. Ça fait partie de la culture. Mais ça vient dans un deuxième temps. Oui, c'est ce qu'on attend de nos politiciens. Puis, comme vous aviez dit, c'est de l'homme d'État. Un homme d'État, alors, il a une vision, puis propose à nous autres d'embarquer sur sa vision. Alors, son défi pour lui, ça va être jusqu'à où la population qu'il gère, qu'il gouverne, va embarquer dans son projet à lui. Ça, c'est une solution. On appelle ça, si vous voulez, même en termes un petit peu plus théoriques, comme un système de finalité. C'est quoi le système de finalité? Ou bien on a un système de causalité, ça veut dire que, au contraire, bien au contraire, les populations demandent aux politiciens, à l'homme d'État, écoute, nous, on voulait ça un petit peu comme, si vous voulez, l'indépendance, la souveraineté du Québec lors de la Révolution tranquille et ainsi de suite. Puis là, l'homme politique, l'homme d'État s'ajuste en fonction de cela. Puis il prépare la démarche nationale, donc on appelle ça un système de causalité qui pourrait comprendre beaucoup d'autres facteurs. Aujourd'hui, on n'a rien. On n'a rien. Il n'y a rien qui justifie vraiment... on aurait aimé que ça soit justifié politiquement parlant pour nous. C'est quoi les avantages? D'un côté, donc, si vous mettez cette petite grille d'analyse, finalité ou causalité, le peuple ou l'homme d'État qui demande au peuple de le suivre quelque part, on s'en va où? Dites-moi, on s'en va où? Puis, tandis que tu as des pays, on voit donc le premier ministre, le président chinois Xi Jinping, alors le Congrès, il va lui donner le pouvoir ultime, donc il pourrait rester au pouvoir tant que bien il lui semble indéfiniment. La Russie va choisir pour la énième fois Vladimir Poutine. On pourrait les critiquer, mais ce sont des hommes forts, des hommes des expériences. Là, ils savent quelque chose sur qu'est-ce que ça veut dire un homme d'État. Tu avais la Syrie, les bombardements à Ghouta dans la périphérie de Damas, qu'on avait vu des images terribles avec des enfants, encore centaines de personnes tuées, des civils. Puis ton premier ministre à toi, il se comporte comme le directeur de marketing du Cirque du Soleil quelque part au monde. Ça pourrait pas cadrer. Imaginez-vous qu'on avait un Lester B. Pearson à l'époque, ou même son père, là, Pierre Elliott, donc qui était une icône. Ça passe pas. Bref, ce qui s'en vient, ça reste à voir, mais est-ce qu'on s'entend que la visite de Justin Trudeau n'était pas tout à fait glorieuse? Il a peut-être essayé de sauver
la mise en essayant d'y aller avec une tactique un petit peu plus marketing média qu'est le Kodak, puis que ça s'est finalement retourné contre lui. Il a l'air répond à ça, hein, les médias sociaux, puis les caméras, les photos. Non, je pense pas. Donc, on a vu le C'est peut-être un petit peu pour sauver la mise en Inde. Sophie Grégoire non plus, d'ailleurs, n'a pas l'air à haïr ça, là. Oui. Ça, les deux vont bien ensemble. Oui, c'était comme dans deux personnes qui aiment beaucoup le tourisme, découvrir Taj Mahal, toutes ces bonnes traditions de Rien de mal. l'Inde, rien de mal. Mauvais timing, peut-être. Effectivement, encore une fois, les gens, pour le contexte qu'on a, pour qu'est-ce qu'on veut faire de ce beau pays qui est le Canada, je pense qu'on est très loin. Bon, ben écoute, Rarès, un gros merci. Merci On se encore revoit une la fois, semaine Rarès. prochaine. On regarde la suite. Les Nomades accueilleront la crème du basketball masculin. Le Collège Montmorency était fier d'accueillir le championnat canadien de basketball masculin de l'Association canadienne du sport collégial du 14 au 17 mars. Cet événement réunira la crème des formations du niveau collégial. Après plusieurs années d'attente, Montmorency s'est vu confier l'organisation de cette compétition d'envergure. Les Nomades ont terminé sur le podium du championnat canadien à 4 reprises en basketball masculin, y compris sur la plus haute marche en 96, 2006 et 2017. Le programme féminin a pour sa part été sacré à 9 reprises. Le directeur des affaires étudiantes et des relations avec la communauté a la ferme intention de mettre toute la gomme pour l'organisation de ce classique national. La population montmorencienne sera mise à contribution ici, cite-t-il. Nous aimerions que la place soit comble à tous les jours. Nous inviterons gratuitement les écoles primaires et secondaires à assister au parti. 8 629 $ amassés en collaboration avec le Rocket. Grâce à la vente d'un billet d'un tirage moitié-moitié du match du Rocket face aux Bears de Hershey, la Fondation du Collège Montmorency a récolté 8 629 $ le 16 février dernier. Les fonds amassés soutiendront les 12 équipes sportives des Nomades, en plus de contribuer à la réussite éducative et sportive des 250 étudiants athlètes. Pour chaque billet vendu, la Fondation recevait 8 $ de la part du Club École des Canadiens de Montréal. Les étudiants du projet documentaire Nunavik ont également collaboré à la soirée en tant que bénévoles pour le tirage du moitié-moitié. Ce dernier a permis à lui seul d'amasser près de 2 000 $. Cette somme servira à 16 étudiants de Montmorency de pouvoir atterrir au nord du 60e parallèle dans le village d'Imiujuak, au Nunavik, pour vivre un échange culturel hors du commun. Certains des étudiants inscrits au programme et au projet réaliseront de courts films, documentaires dans le cadre de leur stage en cinéma, ce qui laissera des traces mémorables de ce séjour sur la côte est de la baie d'Hudson. Je savais que Netflix produisait des séries exclusives à Netflix, mais je savais pas qu'ils produisaient des films également. Nicolas Vincent Poirier, tu m'as appris quelque chose aujourd'hui. On parle de 2 films exclusifs à Netflix et on parle de films gros budget, là. Oui. Oui, tout à fait. Bright et Cloverfield. Bright, c'est le film avec le plus gros budget fait uniquement pour Netflix. On parle de combien environ? 90 millions. Wow. Je me demandais comment que ça pouvait être rentable pour Netflix. Wow. Premièrement, ils ont l'exclusivité. Bon, ensuite de ça, ça dépend de combien. Ils sont capables d'évaluer, je pourrais très mal l'expliquer, mais ils sont capables d'évaluer à quel point c'est rentable pour eux quand un film sort. Puis c'est un peu le même principe qu'au box-office au cinéma. Ce qui est important, c'est le tout début, parce qu'à un moment donné, l'engouement n'est plus là. Puis à un moment donné, après 2 mois, est-ce qu'il y a tant de chances que ça que les gens... On le regarde une fois, c'est tout. C'est pas comme une série qu'on passe beaucoup de temps... C'est ça. Et dans le cas de Cloverfield, ça, c'est particulier parce que ça fait partie d'une trilogie, d'une série de films. Donc ça, personne s'y attendait. Mais bon, vous connaissez sûrement Cloverfield, vous avez vu les films. Moi, j'ai adoré le preview. Donc, à ce niveau-là, j'étais déjà vendu à ça. Bien, ce qui est particulier avec Cloverfield, c'est que, premièrement, la bande-annonce du 3e Cloverfield Paradox a passé à la télé le soir du Super Bowl et ça disait, tout de suite après le Super Bowl, le film est disponible sur Netflix et personne ne s'attendait à ça. Mais la série Cloverfield, il y a beaucoup de mystères qui entourent ça. Mais si on vient à la base, J.J. Abrams, celui qui a produit ces films-là, ce qu'il voulait faire, c'est une version américaine de Godzilla. À la base, c'est vraiment ça. Et quand ils ont préparé le premier film, ils ont fait la bande-annonce avant que le film soit tourné. Ils ont envoyé ça au cinéma pendant le premier Transformers. Et tu sais, c'est le public cible, mais ils n'ont jamais donné de titre.
et envoyaient des petits bouts d'informations à droite, à gauche sur le web. On appelle ça du clickbait, en Mais fait. ça se peut-tu que c'était pas encore déterminé que ça ferait partie de la trilogie à ce moment-là? Il n'y avait rien qui était déterminé. Cloverfield, le film était même pas... Le film, il n'avait même pas encore trouvé le titre quand il était en train de faire le premier. C'est une des raisons pourquoi la bande-annonce n'avait pas de titre. Et ils ont même fait pour chacun des personnages des pages MySpace, parce que c'est en 2008, MySpace. Oui, ça marchait encore un peu. Ça marchait encore un peu. C'est drôle qu'on parlait de ça tout à l'heure, hors d'onde, et puis là... Et finalement, bon, le film a très bien marché, 170 millions, non, 170 millions au box-office pour un budget d'une vingtaine de millions. Wow, c'est un hit. Mais le 2 et le 3 de Cloverfield, c'était des scénarios écrits pour être un seul film, et non, pour pas que ça fasse partie justement d'une trilogie de films. Et le troisième, Cloverfield, Paradox, le problème avec ça, c'est que ça a été écrit pour être juste une seule histoire, qui n'a aucun lien avec Cloverfield. Et c'est pendant le tournage qu'ils ont dit « Hey, on va insérer... » ficeler ça. Question on pourrait mettre ça marketing, ensemble. peut-être? Tu vas aller chercher les fans de Cloverfield, probablement, Ben, j'imagine? Bien, souvent, le marketing, bon, est quand même un peu développé une partie avant. On sait où est-ce qu'on s'en va. Mais là, de dire pendant le tournage, « Hey, on va juste incorporer ces éléments-là. » c'est très bizarre. Et voilà, ça va faire un autre Est-ce Cloverfield. que ça paraît dans le produit final? Parce que si on se rappelle la série télé Lost, qui est rendue à la 3-4e saison, ils écrivaient à peu près au fur et à mesure, personne ne savait où ça s'en allait. On l'a senti à l'écran, on sentait qu'on était comme perdu. Est-ce que c'est la même chose? Non, ça, c'est un film. C'est pas comme une série. Ouais. Où, Mais là, ça n'a ben, pas eu tu sais, de très bonne critique. Non, ça n'a pas eu de très bonne critique. Puis, tu sais, en même temps, je pense que... Est-ce que c'est juste parce que s'ils ont introduit pour que ça marche avec la trilogie de Cloverfield? Je ne le sais pas. Mais par contre, tu sais, je pense qu'on le voyait un petit peu venir aussi. Là, tu sais, quand on n'a pas de nouvelles comme ça, le troisième de la série, les gens savent qu'est-ce que c'est. Tu n'as pas besoin de mettre ça dans le mystère. On savait que le 3 était en train de se faire, mais tu sais, on n'était pas sûr parce qu'à la base... Le film était censé avoir un petit budget de 5 millions et tout à coup, Gonflé à l'hélium à 20 il millions. a gonflé à 26 45 millions. millions? Non, j'avais vu 45 millions selon une source, 26 selon OK. une autre. Peut-être que le 45, ça comprend la publicité au Super Bowl parce que ça coûte très, très cher. Effectivement. la C'est publicité très cher de la seconde. là. au Super Bowl. Mais tu sais, finalement, ça donne pas un très bon produit. C'est pas quelque chose que j'ai détesté. C'est bien à Ça se regarder, regarde mais, bien, mais tu sais, est-ce que c'était nécessaire d'investir autant d'argent? Tu sais, bof, je pense pas. Puis en même temps, il y aurait... Avec le stunt du Super Bowl, ça va sûrement donner le goût. Ah, Netflix, allez se louer un film maintenant, c'est environ 5-6 7 si on le prend en HD illico. Je pense qu'il y a des gens qui s'abonneraient en voyant ça tout de suite après le Super Bowl. Ben, Tu c'était viens le de te but. taper un gros match, t'as c'est- perdu, t'as le goût de te changer les idées. Mais Ben, t'aurais-tu écoute, été 10 abonné à Netflix? Ben, il y a tu sais? peut-être des gens, justement, qui... C'est peut-être une stratégie. La stratégie, c'est que je pense qu'il y a toujours un mois gratuit. Le premier mois est gratuit, Ah, puis après ça, OK, c'est... tu sais. ouais. Donc, je pense que, tu sais, c'est sûr que ça coûte tellement moins cher juste s'abonner à Netflix puis avoir une tonne de films que, tu sais, à aller fait. louer un que ça donne qui est sur Effectivement. Netflix aussi. Exact. Puis avec toutes les nouveautés en plus, puis les trucs exclusifs à Netflix, dont le film Bright, qui va Oui, avoir une... parle-nous Avec de Will ça Smith. rapidement. Oui, avec Will Smith. Écoute, ça, c'est un film que j'ai adoré et que les critiques ont absolument pas aimé. Les spectateurs, bon, c'est moitié-moitié. mitigé. Et ça se passe dans un univers alternatif où le côté... Il y a le côté réaliste, qu'on connaît tous, mais le côté fantastique aussi. Il y a des ogres qui des elfes, existent, des et des fées. fées et des baguettes magiques, parce que le but de ce film-là, c'est de retrouver une baguette magique. Tout le monde Oh, wow. essaie de prendre une baguette Je magique. cherche la mienne encore, donc j'ai hâte de voir si Will va trouver la sienne. Et vraiment, moi, j'ai trouvé ça original, qu'ils mettent ça à Los Angeles, avec un peu dans le ghetto. Puis moi, j'ai adoré comment ils ont fait ça. Et le fait aussi qu'on nous explique pas trop pourquoi est-ce que tout à coup, il y a un monde fantastique. Faut C'est bien comme l'accepter. ça. C'est comme ça, c'est la vie. Je sais c'est quoi des baguettes magiques et des fées. J'ai pas besoin, moi, en tant que spectateur, De te faire expliquer le pourquoi tu commences. ben là, il y a quelque chose dans le temps qui est arrivé ou je ne sais trop quoi, puis tout à coup, il y a ça. Tu sais. C'est comme ça, et voilà. Et je trouve que c'est parfait pour ce que c'est. Et le 2 va bientôt commencer, est en pré-production avec le même réalisateur, les mêmes acteurs. Donc, Toujours Will Smith. C'est une première pour Netflix à faire un deuxième film. Donc, j'imagine Wow. que ça a eu un succès, Ça a eu un énorme succès malgré dans les mauvaises critiques. Oui, mais tu sais,
les critiques, c'est une chose. Ce qui est le plus important, c'est l'appréciation des gens. Parce que quand on regarde souvent les critiques, c'est pas parce que les critiques n'aiment pas un film que les spectateurs ne l'aiment pas. Et voilà. Ça peut nous guider si on aime certains critiques, mais sinon, il n'y a pas de bonne réponse à ça. Comme va la chanson, les critiques, c'est des ratés, c'est sympathique. Si Nicolas aimait ça, ça doit être bon. Merci, Nicolas. Ils vont d'abord te tuer, après ils vont me tuer. Et c'est là que les conneries vont vraiment commencer. Ils veulent leur baguette magique. Ils nous apprennent pas ça à l'école de police. Non, j'en suis sûr. Il vaut mieux pas s'arrêter. On y va. Just the dark side of me. On est peut-être dans une prophétie. Non, on n'est pas dans une prophétie. On est dans une voiture volée, une Toyota Corolla. Mes salutations les plus cordiales. Alors, vous savez qu'on est toujours intéressé par l'art et la culture. Alors, aujourd'hui, j'ai un invité extraordinaire. Vous savez que il est récipiendaire du prix prestigieux Le Coq d'Or. Le Coq d'Or, il rend hommage à une personnalité du monde de la culture lavalloise qui s'est le plus illustrée. Ce prix est le symbole de la reconnaissance envers un artiste dont l'implication personnelle excelle à l'instar du chant du coq. Pierre, ça me fait plaisir de t'accueillir. Bonjour. Pierre, tu as un cheminement extraordinaire comme artiste. Parle-moi un petit peu de ça, ton cheminement. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que j'ai su dessiner avant de savoir écrire. Oui, hein? Et j'ai dessiné toute ma vie. Les premiers tableaux que j'ai faits, c'est à l'âge de 13 ans. C'est d'ailleurs un de mes frères qui a encore ce petit tableau, parce que j'avais demandé à ma mère, à ce moment-là, de me donner en cadeau une boîte de couleurs à l'huile pour que ce soit de la vraie peinture et non pas de la peinture à l'eau. Ensuite, j'ai fait des études classiques et puis j'ai toujours fait de la peinture et j'ai adhéré vers les années 62, 63, 64 au groupe des plasticiens de Montréal avec Molinari, Tousignan, Gourgues. Ah oui, avec Molinari, le grand Molinari. Oui, c'était un grand ami à moi. Oui. Et c'était presque mon père spirituel. Ah oui? Et quand il est mort, ça m'a fait une peine très grande. Ah oui. Et j'ai exposé avec eux lors de la dernière exposition du groupe originel des plasticiens, tout en enseignant. J'ai fait de la caricature dans beaucoup de journaux. J'ai été le caricaturiste attitré du journal Le Dimanche Matin, qui appartenait à Francoeur. Ensuite, en 68-69, quand Gérald Godin et Jacques Elliott ont fondé le journal Québec-Presse, je suis devenu leur caricaturiste attitré et j'ai fait tout le temps de Québec-Presse, sauf le premier numéro et le dernier. C'est toi qui faisais les choses méchantes à ce moment-là. On est toujours un peu méchant quand on est caricaturiste. Pierre, comme inspiration, tu as nécessairement fait le tour du monde aussi, ce qui t'a inspiré dans tes nombreuses œuvres qu'on peut voir un peu partout, dont ici à Laval, une qui m'impressionne et qui impressionne tout le monde, c'est... L'homme à l'oiseau. L'homme et l'oiseau, qui est toujours impressionnant, au parc Berthiaume du Tremblay. C'est ça. Ici, écoute, c'est fantastique tout ce que tu peux faire comme travail. Moi, on est emballé. Alors, on tient à te remercier ici de faire la promotion de la culture ici à Laval. Et on espère qu'on pourra un jour te remercier d'une façon plus tangible que ça. J'espère que la Ville, à un moment donné, pourra concevoir quelque chose pour honorer ta mémoire. Mais j'ai déjà eu le Coq d'Or. Le Coq d'Or, c'est formidable. Alors, c'est un Coq d'Or, ce prix. Et ça, c'est avec plaisir qu'on t'a remis ce prix-là. Alors, c'était un grand plaisir. Tu le mérites énormément. Ah, ben oui, il est très beau. J'aurais pas fait mieux, hein? Parce que plus une sculpture est délicate,
Et surtout quand elle est en métal, plus elle est difficile à souder. Parce que la soudure, c'est quelque chose d'instantané et vous risquez de brûler votre matériel. C'est pour ça que quand on travaille sur des très grandes sculptures, ça m'a toujours paru, moi, plus facile. Et celui-là, il est merveilleux. Parce que tu fais des choses aussi très grandes. C'est merveilleux mais de parce voir que depuis déjà, je ne sais pas, moi, depuis 2001, oui. Il y a un vignoble qui est dans les Durham. cantons dans le vignoble à Denham, dans les Denham. cantons de l'Est, qui s'appelle les Côtes d'Ardoise, et on expose là. On a commencé 5 sculpteurs. Aujourd'hui, on est rendu près de 80 sculpteurs. Fantastique. C'est immense. C'est la plus grande exposition de sculpture en plein air, d'autant plus qu'elle dure tout l'été, c'est-à-dire du mois de juillet jusqu'au vendange qui arrive vers la mi-octobre. Alors, l'exposition est là, elle est ouverte tous les jours, du lever du soleil au coucher du soleil. Il y a des choses absolument extraordinaires. Et les sculptures qu'on fait là, pour que ça ressorte vraiment autour du chai et puis par rapport à la végétation du vignoble, c'est toujours des sculptures qui ont une taille plus grande que la taille humaine. C'est une sculpture de plein air, c'est une sculpture de jardin. Il y a des gens qui achètent aussi. Pierre, pour terminer notre entrevue, parce que le temps passe, je sais que tu vas faire une invitation aux gens ici d'aller visiter ton jardin de sculpture qui est situé à Laval-Ouest. Oui, sur la 3e avenue. 3e avenue. Un petit peu au nord du boulevard Sainte-Rose. Près du bord de l'eau, quand même. Tout près du bord de l'eau. En fait, c'est la 3e avenue qui devient Riviera quand elle rejoint le bord de l'eau. Et Bon-Terrain est un des derniers sur la 3e avenue. C'est un grand espace. Il y a 25 000 pieds carrés. Il faut voir. Et puis, j'ai sur ce terrain-là à peu près une 50aine de sculptures qui sont toutes de grandes dimensions. Certaines sont dans les arbres, d'autres sont sur des bases dans le jardin. Et tout le monde est bienvenu. Ça ne coûte absolument rien. J'ai de la place pour que vous puissiez stationner. Et si les gens y vont, ils ont des chances de voir un sculpteur à l'œuvre. Oui, parce que je suis là tous les jours. Des vieux morceaux de râteau, des ça, pour produire quelque chose. C'est ça. Pierre, merci beaucoup. Je dirais encore une fois, félicitations pour avoir reçu ce prix du Coq d'Art. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Aujourd'hui, 18 février, je me trouve présentement au Château Royal pour le Salon de l'éveil de Laval et je suis présentement avec la fondatrice, Cathy Tropiano. Bonjour, Cathy. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Quelle belle fin de semaine, encore une fois. Même la température est super belle pour ton salon. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Là. La température est de notre côté. Il y a vraiment beaucoup de monde ici. Là. C'est vraiment l'endroit à être. Oui. Puis, est-ce que l'année dernière, est-ce que tu as plus de conférenciers que l'année dernière? À chaque année, j'ai une panoplie de conférenciers vraiment différents, mais tous inspirants, les uns plus que les autres. Et tu as aussi des conférenciers en anglais et en français. Hein? C'est une particularité de ton salon. C'était important pour moi. Je voulais que ça reflète un peu la communauté. Montréal, Laval, c'est bilingue. Donc, je voulais aussi offrir des conférences en anglais. Et tu as des conférences, des exposants, il y a vraiment de tout. C'est quoi ton fil conducteur dans ton salon? Bien, il y a 130 exposants et puis c'est tout dans le domaine de la santé, mieux-être, développement personnel. Dans le fond, je voulais réunir sur le même toit tous les intervenants, que les gens puissent aller chercher des outils puis avancer vers une vie saine et sereine. Je me dis, si je pouvais tout réunir ces gens-là sous le même toit, ça serait fabuleux. Puis c'est ce que j'ai tenté de faire avec le Salon de l'éveil. Oui, tu as des gros noms. Il y a Chantal Lacroix, David Bernard. Donc, il y en a des un peu moins connus, mais quand même, tu as beaucoup de beaux conférenciers. Bien, il y a ceux qui sont connus, mais il y a aussi ceux qui ne sont pas connus, qui ont un message fabuleux à partager. Je vous invite vraiment à venir les découvrir. Mais oui, effectivement, il y a eu Jean-Marie Lapointe. Ce matin, il y avait Sœur Angèle. Vraiment, là, si on commence à en nommer, on en oublie. Chantal Lacroix, José Boudreau hier, qui est revenu au salon, qui était là depuis la première année. Donc, vraiment contente.
C'est ça, et parce que c'est vrai, cette année, c'est la 3e édition. Et pour la 3e édition, la 4e, pardon. Et toi-même, tu es conférencière. Et cette année même, tu as une nouveauté. Tu as un livre que tu as sorti dans la dernière année. On peut le voir ici. Oui. Le livre, ça s'appelle Urgence de vivre. Ça raconte un peu mon histoire, mais c'est surtout des outils pour aider les gens à avancer vers la réalisation de leurs rêves. Moi, le Salon de l'éveil, c'est un peu un rêve que j'avais pas pu imaginer, que 5 ans passés, j'aurais pas pu imaginer ce que c'est devenu. Donc, je suis vraiment, vraiment très fière. Parce que c'est ça, il y a l'édition ici à Laval, mais en plus, tu as une édition à Lévis qui va être dans les prochains mois. Cette année, je présente la 2e édition à Lévis. Elle, c'est le 24 et le 25 mars. Puis oui, on est vraiment content d'être arrivé jusqu'à Lévis, là. Vraiment hâte de se retrouver là-bas. Et toi, pendant l'année, parce que pour ton salon, est-ce que tu t'inspires toi aussi de conférenciers? Est-ce que tu assistes à des conférences? Évidemment, moi, je suis la consommatrice numéro 1 des conférences. Là. C'est ce que je recherche, c'est ce que moi, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'inspire. Donc oui, j'essaie de recréer ça avec les salons. Et dans la dernière année, est-ce que tu as eu une conférence qui t'a particulièrement inspirée? Mais il y en a vraiment beaucoup, mais ce que je peux dire, c'est que cette année, c'est moi qui s'est mis en avant-plan sur scène avec ma conférence. Donc, c'est elle qui était spéciale parce qu'elle représentait une réalisation. Donc, c'est aussi ça. Et là, on est juste après ta conférence, donc c'est fait, tu peux relaxer, tout est terminé. Mais quand on fait avec les bonnes intentions, je me dis que le message est entendu, donc tout est parfait. Mais merci beaucoup, Cathy. Bonne fin de salon. Merci d'être venue ici. Je suis vraiment contente de vous accueillir. Je me trouve présentement au Salon de l'éveil à Laval et je suis présentement avec une des conférencières vedettes, Chantal Lacroix. Bonjour. Bonjour. Salut tout le monde. Chantal, tu es une femme très occupée, tu as tes émissions. Pourquoi venir faire une conférence ici à un salon comme ça? D'abord, c'est un salon super important parce que c'est l'éveil dans tous les sens du mot. Justement, je trouve qu'il porte bien son nom. Et on est à l'ère de ça, de se recentrer un peu sur soi-même, se reconnecter, vivre dans le moment présent. Puis des salons comme ça, des gens qui prennent des initiatives de monter ça parce que c'est de l'organisation. C'est audacieux quand même de faire ça en 2018. Mais je trouve que c'est important non seulement d'encourager la personne, de venir à la rencontre des gens. Parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est des rencontres, c'est des échanges. Et ces salons-là, c'est ça que ça permet. C'est une chose, je vais être en conférence tantôt, mais tout le temps là, que je suis ici et que je parle avec les gens, c'est ça la vie. Fait que c'est un partage de connaissances, de savoir, d'expériences, de vécu aussi. Et c'est ça qui nous fait grandir. Et toi, quand on parle de conférencier, si je te demande un conférencier que tu as vu peut-être dernièrement et qui t'a particulièrement inspiré, tu me donnerais qui? Il y en a beaucoup vraiment que j'aime énormément. Comme la petite cocotte. Elle veut parler à maman. Vous voyez pas, mais il y a une petite puce là, qui est là. Puis c'est ça, la vie. Oui, c'est ça. Oui. La vie qui vient de manger du chocolat. Exactement, oui. Oui. Ça finit dans pas long, maman. OK? C'est pas long, ma petite chérie. Viens-tu dans les bras de Chantal à la place? Viens-tu dans les bras de Chantal? Viens avec Chantal. Viens avec Chantal. T'es vraiment bonne parce que... On va regarde, t'as vu, Chantal, elle termine, là. Mais Jean-Marc Chaput, je trouve que c'est le pionnier des conférenciers. C'est lui qui en a fait le plus. Puis, honnêtement, à l'âge où il est rendu, il a déjà 80. Hey, écoute, il est extraordinaire. À découvrir aussi et à redécouvrir à chaque fois. Ouais. Bien, merci beaucoup, Chantal. Bonne conférence. Oui, bye-bye. Puis, va y faire manger du chocolat. Tu veux du chocolat, chérie? C'est-tu vrai? OK. Regarde, là. France Gauthier, elle donne des chocolats. Elle est assez généreuse, elle? Bonjour tout le monde, Marie-France Bougie, votre chroniqueuse auditive. On a vu dans les dernières chroniques ensemble comment fonctionnait l'audition, les causes possibles de perte auditive et également quels étaient les signes. On a parlé aussi de façon d'aborder nos proches pour qui on suspecte peut-être une perte auditive. Aujourd'hui, on va regarder la suite des choses. Qu'est-ce qu'on fait quand on suspecte qu'on a une perte auditive? Qui est-ce qu'on va consulter?
qui sont les intervenants dans le domaine de la santé auditive au Québec. Notre premier intervenant, c'est un médecin spécialiste. C'est un oto-rhino-laryngologiste. Dans le domaine, on les appelle tout simplement les médecins ORL. Donc, oto, oreille, rhino, le nez, laryngo pour la gorge. Les médecins ORL utilisent entre autres des petits otoscopes comme ça pour regarder à l'intérieur des oreilles pour vérifier que tout est beau. Le rôle de l'ORL, c'est de déterminer si la baisse d'audition peut avoir une cause physique, donc une cause qui pourrait observer. On parle principalement des troubles de l'oreille externe, donc peut-être un blocage de cire, et également les troubles de l'oreille moyenne. Ils peuvent observer la mobilité du tympan, puis aller vérifier la condition des petits osselets. Donc ça, c'est pour notre médecin ORL. Pour le voir, normalement, ça prend une référence du médecin de famille. On regarde notre deuxième intervenant, qui est l'audiologiste. L'audiologiste, c'est le spécialiste de l'évaluation de l'audition au Québec. C'est une personne dont la formation est vraiment là pour l'habilité à faire des tests auditifs qui sont appelés des audiogrammes et un bilan complet de la santé auditive de la personne. Les médecins ORL vont avoir recours à des audiologistes pour faire l'évaluation de l'audition, pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe, quelles sont les capacités auditives du patient. Alors, l'audiologiste sait ce qu'il va faire. Il est également capable de faire une recommandation pour des prothèses auditives et autres réadaptations auditives. Notre troisième intervenant dans le domaine de la santé auditive, c'est l'audioprothésiste. L'audioprothésiste, c'est celui qui s'occupe des prothèses auditives, comme on l'entend dans son nom. Souvent, c'est la dernière étape dans le processus. C'est la personne qu'on va voir quand on est prêt à avoir des prothèses auditives parce que le médecin ORL et l'audiologiste l'ont recommandé. L'audioprothésiste, son rôle, c'est vraiment, lui, ses études, il les fait pour être vraiment connaisseur en termes de modèles de prothèses auditives, de programmation, d'ajustement, puis également la panoplie d'accessoires qui sont Bluetooth, Wi-Fi, qui permettent de connecter des prothèses directement sur les appareils, téléphones cellulaires et autres. Donc, c'est un emploi qui est extrêmement technique et spécifique. Ce que les gens ne savent pas, c'est que l'audioprothésiste peut également être votre porte d'entrée pour vos démarches en santé auditive. Ça, c'est un excellent raccourci. L'audioprothésiste offre un service de dépistage. L'audioprothésiste peut procéder à un test d'audition sommaire. Donc, il va faire juste une petite partie de ce que l'audiologiste va faire comme évaluation. Ce n'est pas une évaluation complète, c'est vraiment une évaluation qui permet de donner une petite idée des capacités auditives de la personne. À partir de ce dépistage-là, l'audioprothésiste peut vraiment vous donner des indices sur quelles sont les étapes à venir. Est-ce qu'on va voir l'audiologiste? Est-ce qu'on va voir l'ORL? Est-ce qu'on va voir le médecin de famille? Est-ce que j'ai besoin d'une référence? Est-ce que je n'ai pas besoin de référence? Donc, toutes ces questions-là peuvent être vues dès le début à partir d'un dépistage auditif avec l'audioprothésiste. En ce moment, à Laval, il y a la clinique auditive Bougie audioprothésiste. Eux, ils sont situés au 3030 boulevard Le Carrefour, qui est le carrefour médical. C'est directement en face du carrefour Laval. En 2018, ils ont lancé une initiative communautaire majeure. Ils se sont donné le défi de faire 1000 dépistages pendant l'année de 2018. Ça veut dire qu'ils veulent faire la différence dans la vie de 1000 personnes qui vont prendre leur santé auditive en charge. Pour ce faire, ils ont en plus ouvert un point de service au Carrefour Laval, chez Acuitis. Acuitis, c'est un nouveau concept audition optique. Là-bas, ils ont mis vraiment du personnel sur place pour faire des dépistages. Ils ont décidé qu'il y en avait assez des excuses. Ils ne voulaient plus que les gens se plaignent que ça coûtait cher de faire un test, que c'était long, que ça prenait une référence de leur médecin. Donc, eux, ils ont balayé toutes les excuses et ils ont dit que c'est fini les excuses pour 2018. Donc, test auditif sans frais. La plupart des audioprothésistes l'offrent, mais il y a la clinique auditive Bougie qui a un beau projet en ce moment avec le 1000 dépistages. Je vous invite à prendre rendez-vous dès maintenant. C'est fini les excuses. À la prochaine. C'est
c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci Stéphanie. Merci à toi. On a appris plein de choses. On s'est amusés. Mais vraiment. On a ri du beau Justin. Tout va bien. Effectivement. Qu'est-ce qu'il reste à faire ce beau dimanche matin? Ben, on reste à l'écoute de TV Laval et on joue à quoi? On joue au bingo! On est dimanche matin à 9h30. Puis on est au début du mois, donc qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que c'est 4 000 en lot, 3 000 la carte pleine. Bingo! Du fric! Yes, ma fille. Autant qu'en travaillant ici. Plus. Bonne semaine.